Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, d'abord, on excuse le maire de Vineuil, puisque malgré son arrêté municipal sur la météo, ça n'a pas complètement fonctionné, mais bon, les éclaircies sont annoncées samedi. Donc, je vous souhaite avant tout la bienvenue, ici à Vineuil, en Loir-et-Cher, au sein de l'école départementale des sapeurs-pompiers. Je laisse le soin au directeur du SDIS, au colonel Léopold Ekpars, le soin d'expliquer tout cela. D'ailleurs, si vous vous retournez un instant, vous voyez qu'il y a des exercices qui sont en cours. Donc, ce n'est pas du tout fictif, hein, c'est une vraie école. Et on remercie le SDIS, son état-major, ses personnels, de l'accueil. Alors si vous voyez, je signale aussi, parce qu'en arrivant j'expliquais un peu ce qui se passait, mais je serai éventuellement le soin au directeur mieux d'expliquer les choses. Quand vous voyez des tas de béton, etc., c'est pas que le général n'est pas passé à la caserne et que ça n'a pas été nettoyé avant que vous n'arriviez pour votre séjour, c'est bien parce que tout ça sont à chaque fois des lieux d'exercice, hein, en réel, en quelque sorte. Là, en l'occurrence, c'est en cas d'éboulement, de tremblement de terre, etc. Ça permet d'intervenir avec les chiens, de retrouver les personnes qui sont malheureusement ensevelies, etc. Bon, il y a tout un tas ici de structures qui sont adaptées effectivement pour l'intervention en secours. Il n'y a pas longtemps, avec le préfet vous-même, colonel, on avait reçu les gens de RDF, puisqu'il y a aussi la possibilité d'intervenir en temps réel sur des lignes haute tension, moyenne tension, enfin, qu'on soit en temps réel, en moyen d'intervenir. Hein, voilà, bon. Mais vous n'êtes pas venu forcément pour entendre ça, mais c'est quand même pour que vous compreniez le lieu dans lequel vous vous trouvez. Alors, je salue donc votre présidente. Vous transmettrez toutes mes amitiés chaleureuses au préfet Yannick Blanc, qui est vraiment un ami, donc c'est aussi par amitié qu'on était heureux d'organiser cela ici. Le préfet du Val-d'Oise, s'il le souhaite, vous expliquera le travail que nous avons fait ensemble lorsqu'il était le directeur adjoint de cabinet du président Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, et moi-même ministre en charge du Grand Paris. Et on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble pour faire avancer ce grand projet. On parle de prospective, pour le coup. Le Grand Paris, c'est 2030, hein, enfin 2020 officiellement, mais j'ai toujours pensé que ça se poursuivrait même jusqu'en 2030. On verra. Je suis persuadé que c'est quand même ça l'horizon. Et donc, voilà, ça pourrait être aussi un beau sujet de prospective que ce projet du Grand Paris. On pourrait aussi l'élargir au Grand Moscou, enfin aux autres grandes capitales, etc. Eh bien, Madame la Présidente, je ne saurais que vous dire, vous avez eu une excellente idée en choisissant Vineuil, même si j'ai bien compris que pour certains d'entre vous, ça paraissait peut-être à ce point le bout du monde, mais enfin, je pense que ça doit bien se passer normalement. Pour y tenir donc l'université d'été, en quelque sorte, de votre Société française de prospective, et ainsi vous inscrivez votre jeune association, finalement, dans la longue tradition d'innovateurs, de défricheurs, de pionniers, qui ont exercé leur talent sur cette terre d'histoire qu'est le Loir-et-Cher, de nature et de culture, de Léonard de Vinci, à qui revient sans doute la conception architecturale du château de Chambord, en passant par Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. Vous ne serez pas surpris de retrouver ces noms si vous parcourez un peu le Blésois ou le département. L'inventeur de la machine à vapeur, encore Lavoisier, inventeur de la chimie moderne, qui possédait dans notre département une ferme modèle. Je pourrais aussi évoquer l'évêque de Blois, célèbre avec l'abbé Grégoire, qui prôna l'abolition des privilèges et de l'esclavage. Tous ont en commun le Loir-et-Cher. Mais je ne veux pas poursuivre, évidemment, cet inventaire à la Prévert en citant Auguste et Albert Poulain et leur célèbre chocolat,
à l'origine des premières campagnes de marketing, jusqu'à ces derniers jours durant lesquels un certain Ludo Le Fou, c'est comme ça qu'il s'appelle lui-même, vient de remporter en Vendôme le titre de recordman du monde des Ironman, c'est-à-dire des triathlons de longue distance. J'ai suivi personnellement ses exploits sportifs, et c'est vrai que c'est relativement, je veux dire, très impressionnant, parce qu'il a carrément pulvérisé le record du monde. Je ne sais pas comment il fait, c'est un truc absolument incroyable et impressionnant. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je dis ça pour notre presse locale, chère Natacha, et franchement, si on le rencontre, on ne se rend pas compte du tout qu'il vient de faire cet exploit. Je l'ai vu la semaine dernière encore, c'est absolument incroyable. Je ne vais même pas demander s'il prenait des vacances, donc voilà. J'ai compris que c'était quasi une injure que de lui poser cette question. Bien, donc cette terre de Loir-et-Cher où vous vous trouvez sera donc, j'en suis sûr, propice et stimulante pour insuffler tout au long de vos 4 jours cet esprit créatif qui prévaut à tous les travaux d'anticipation et de construction d'avenir. On en avait parlé en introduction, on ne s'est pas donné le mot, donc on doit être en face sur la prospective. C'est aussi un honneur pour le président du service d'incendie et de secours que je suis, accompagné de son directeur, le colonel Ekpars, de vous accueillir dans ce centre de formation qui forme effectivement chaque année une myriade de jeunes au beau métier de sapeur-pompier. Et là, il faut rendre hommage aussi à nos sapeurs-pompiers, parce qu'en tout cas, on leur échappe comme partout en France d'ailleurs. Malheureusement, cette année, ils ont été plus que sollicités. Vous y trouverez, j'en suis persuadé, de bonnes conditions de travail en termes de confort et de connexion Internet. Et je voudrais donc maintenant partager avec vous quelques mots sur l'expérience de notre propre démarche de prospective territoriale que nous avons appelée Loir-et-Cher 2020. Je ne sais pas d'ailleurs, Florence, sans bombarder de documents, etc., je ne sais pas si on a eu une idée ou on le fera pendant les 4 jours, de remettre les documents, voilà, c'est le Reader Digest ou c'est le groupe pavé Bon, il y aura un terreau écrit, alors dimanche après-midi. Bon, il est un libre service, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de consommation, hein, c'est libre à vous. Voilà, c'est en juin 2012 que nous avons engagé ce projet inédit en Loir-et-Cher, dans le but de préparer notre département au défi de l'avenir. Et je le dis à votre présidente, j'ai beaucoup apprécié, je pense Florence Ducasse, qui a beaucoup porté cette démarche à mes côtés et qui a fait un travail formidable sur cette démarche Loir-et-Cher 2020. Ça a dû résonner à Florence comme à moi-même, parce que vraiment on est totalement en phase. Je le dis très clairement, ce n'est pas un programme du Conseil départemental de Loir-et-Cher, ça ne s'est jamais voulu comme tel d'ailleurs. C'est pas non plus le catalogue des propositions, etc. Voilà, c'était une véritable vision prospective. Et d'ailleurs, je vais vous dire hors discours officiel que mon ami Michel Godet, vous savez, quand vous êtes ami avec quelqu'un, en général, il ne faut pas de cadeau, sinon si vous n'êtes pas ami, vous les choses. Voilà. Évidemment, quand j'en ai parlé au début à Michel Godet, je connais bien, il a été vendômois assez longtemps. Michel, je pense que beaucoup ici doivent le connaître, puisqu'il occupe quand même accessoirement la chaire prospective du CNAM. Donc je pense que quand on est prospectiviste ou en prospective, le nom au moins de Michel Godet doit être un peu connu. Le personnage sans doute davantage encore. Bon. Et là, comme il fait dire les cadeaux, il y aura encore un machin des politiques pour je ne sais pas quoi, etc. Et puis si vous interrogez Michel Godet aujourd'hui sur la démarche Loir-et-Cher 2020, je ne vous dis rien, vous lui demanderez à lui-même ce qu'il en pense. C'est un vrai truc, pour parler clairement. C'est pas un coup de com', c'est pas non plus, encore une fois, dans le catalogue des propositions. Voilà. Il était vraiment dans une démarche. Vous voyez bien qu'il y a un acteur qui se lance. En l'occurrence, c'était le Conseil général, puisqu'il s'appelait comme ça encore à l'époque, avant la loi NOTRe. Donc le Conseil général de Loir-et-Cher qui était élément moteur,
fédérateur, mais qui, dès le début de la démarche, a bien expliqué que ce n'était pas les affaires du Conseil général de Loire-et-Cher. C'était vraiment essayer de rassembler, de fédérer les forces vives de ce département et voilà, faire naître les réflexions d'abord, justement, sur quel futur d'ici 2020. C'est assez plaisant parce que quand on a lancé en 2012 pour 2020, j'avais déjà des critiques. Vous savez bien que dans ce pays, si vous n'avez pas de critiques, c'est pas normal. On pensait que ça paraissait très éloigné. En vérité, vous tous ici, chacun d'entre vous, experts dans ce domaine, se dira au contraire. On a pu évoquer 2030, parce que 2020, c'est demain matin, finalement. Et donc, on ne s'est pas contenté de discuter de tout ça entre élus. Les premiers acteurs de l'avenir du Loir-et-Cher ont été et sont toujours ses habitants, ses entrepreneurs, ses agriculteurs, ses commerçants, ses artisans, ses organismes consulaires. Je sais que vous recevez, j'ai vu ça dans votre programme, Yvan Sauvé, qui est un type épatant, pas seulement parce qu'il est président de la Chambre de commerce et d'industrie, mais parce que ce qu'il a fait avec la polyclinique de la chaussée Saint-Victor, c'est absolument formidable et exemplaire. Donc, je trouve bien que vous ayez convié Yvan Sauvé, et aussi tout le tissu associatif. C'est ça la démarche. On a voulu faire en sorte que s'expriment les habitants du département, comment ils perçoivent le Loir-et-Cher, ce qu'ils attendent pour son avenir. Et notre rôle à nous, conseil départemental, a été de prendre l'initiative du débat, d'en esquisser les grandes lignes dans la méthode, le cadre thématique général, de l'organiser et d'en produire la synthèse finale sous la forme du livre blanc donc, qui est à votre disposition. Alors après, le choix de la période. Vous savez, on est en France, je vous apprends bien. En France, il y a toujours à un moment donné une élection qui arrive. Alors, dès que vous faites un truc, vous êtes forcément suspect de préparer un machin électoral. Vive la lasagne territoriale. Ça, c'est référence à une tribune que j'ai publiée dans le Monde à l'époque. Vive la lasagne territoriale entre communes, communauté de communes, département, région, État. Il y a toujours une élection à un moment ou à un autre. Donc, pour le choix de la période, j'étais convaincu qu'il fallait agir dans une fenêtre de tir sans élection, pour éviter à la démarche d'être parasité par toute considération politicienne. Bien m'en a pris, puisque les élections départementales ont été reportées, comme vous le savez, à mars 2015, ce qui veut dire qu'on a pu travailler sereinement de la mi-juin 2012 à septembre 2014. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas un coup de coche, une démarche qui a démarré mi-juin 2012, qui s'est terminée en 2014 et qui se poursuit, continue, donc toujours dans cette démarche. À tel point que toutes les décisions prises dans le cadre de Loir-et-Cher 2020 ont été votées à l'unanimité des 30 conseillers départementaux, quelle que soit la sensibilité politique. Donc vous êtes là face à une démarche départementale qui a été adoptée à l'unanimité, je crois que c'est assez rare pour qu'on puisse le relever. Pourquoi avons-nous initié Loir-et-Cher 2020 ? Au sein de notre conseil départemental, j'identifie 3 facteurs déclencheurs. La réforme territoriale, qui était annoncée à l'époque. La baisse des budgets publics qui commençait à poindre avec son corollaire de choix douloureux à effectuer. Et enfin, l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable, pour lequel la région Centre-Val de Loire sollicitait notre avis. Donc, à tel point que toutes les décisions prises dans le cadre de Loir-et-Cher 2020 ont été votées à l'unanimité des 30 conseillers départementaux, quelle que soit la sensibilité politique. Vous êtes là face à une démarche départementale qui a été adoptée à l'unanimité, je crois que c'est assez rare pour qu'on puisse le relever. Pourquoi avons-nous initié Loir-et-Cher 2020 ? Au sein de notre conseil départemental, j'identifie 3 facteurs déclencheurs.
la réforme territoriale qui était annoncée à l'époque. La baisse des budgets publics qui commençait à poindre avec son corollaire de choix douloureux à effectuer. Et enfin, l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable pour lequel la région Centre-Val de Loire sollicitait notre avis. Donc 3 points forts pour lancer cette débat. Ce schéma d'aménagement, comme souvent ce type de schéma, sont souvent des sortes de longs catalogues réservés aux experts, a eu pour effet direct de nous dissuader d'emprunter la même méthode. J'ajouterai que, je vous demanderai ça à notre préfet du Val d'Oise, que je me suis largement inspiré de mon expérience ministérielle au service du Grand Paris pour mettre en place une vaste concertation de la population par le biais en particulier de contributions écrites sous la forme de cahiers d'acteurs, comme nous avions des cahiers d'acteurs au moment de la démarche du Grand Paris. Et ça a été très utile. Je suis heureux parce que vous connaissez bien ça, mais ça a très très bien répondu, aussi bien les contributions que les cahiers d'acteurs. Donc ça a été vraiment formidable en retour et au-delà de, non seulement de nos espérances, mais quand on interroge les gens qui font des meetings, bon, franchement, les retours, c'était assez exceptionnel. Au-delà de ces facteurs, nous pressentions qu'il était impossible à l'échelle d'un département comme le nôtre de faire l'impasse sur l'examen approfondi d'enjeux majeurs tels que le vieillissement de la population, la démographie médicale, la transformation numérique et le renouvellement de notre appareil productif, pour n'en citer que quelques-uns. Et d'ailleurs, Florence s'en souvient, elle vous en parlera sans doute elle-même quand elle interviendra, mais c'est intéressant de s'appuyer vraiment sur les habitants, parce que le retour n'a pas du tout été ce que nous pensions. Et notamment, la question numéro 1 qui est apparue, et ça franchement personne n'aurait vu ce coup à venir, c'était la démographie médicale. Et de très loin. Et je suis sûr d'ailleurs que dans d'autres départements de la région, comme le Cher, mais sans doute aussi ailleurs, c'est une question qui apparaîtrait. Il y avait aussi la volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé. Je pense à quelques rendez-vous manqués dans notre département, comme l'absence de gare TGV à Blois. Les spécialistes du développement du territoire insistent souvent sur le fait que nous avons toujours tendance à trouver les causes extérieures aux difficultés que l'on rencontre. Alors que souvent manque, et vous l'avez dit aussi dans votre introduction, Madame la Présidente, manque seulement une vision et une volonté commune. Nous avons donc chaussé nos nouvelles lunettes pour comprendre, débattre et partager la réalité de notre Loir-et-Cher sous toutes ses coutures, en chassant les idées reçues. L'engouement des Loir-et-Chériens pour ce travail de diagnostic, suivi d'un appétit féroce pour comprendre les mutations en cours lors des débats prospectifs que nous avons organisés sous forme de jeudi du futur, d'assises, de forums, d'ateliers, en a surpris plus d'un, et je vous le révélerai, moi le premier. Il faut vous dire qu'on a organisé tous les jeudis, systématiquement, c'était pas rien organisé, très lourd, mais ça a été formidable. Voilà, toute une série d'ateliers, de forums, enfin voilà, je peux dire un certain nombre d'intervenants, y compris, on a fait un atelier Grand Paris, par exemple, au hasard, bon, qui était plein, alors qu'on était à Blois. Pour nous aider, nous avons eu la chance de compter sur l'expertise de personnalités telles que Joël de René, qui a ouvert notre conférence, aussi c'était formidable, Michel Godet, que j'ai évoqué, Hugues de Jouvenel, des noms qui doivent vous parler, Denis Muset, et même du président Valéry Giscard d'Estaing. Mais il faut vous dire que c'est au Loir-et-Cherien, Valéry Giscard d'Estaing, que j'avais demandé de venir conclure. Ça a été formidable. Et je vais vous révéler ça. J'ai 2-3 tristus qui m'avaient fait des mails en disant la prospective,
faire venir Giscard, ce vieux crouton, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Et j'avais répondu personnellement, je réponds personnellement à mes courriers. Et je lui ai dit, mais surtout ne venez pas, parce que de toute façon, ça va laisser de la place. Alors, absolument aucun problème, pas besoin de venir, personne n'est obligé de consommer, ne venez surtout pas. Ça a été formidable. Heureusement que les 3 ou 4 crétins qui ont écrit ça ne sont pas venus, parce que malgré ça, il n'y avait quand même pas de place. On a joué avec guichet fermé, même en ouvrant la deuxième halle à Blois. Et je dois citer enfin Jean-Paul Delevoye, qui, à Vendôme, parce qu'on avait aussi délocalisé, pas seulement fait des choses à Blois, Jean-Paul Delevoye a fait une intervention remarquable. Je n'oublie pas l'appui opérationnel de François Bourse, compétent et efficace, qui nous a accompagnés jusqu'à l'apparition du livre blanc. Et je dois dire que tous les premiers résultats ont dépassé tout ce qu'on pouvait, tout ce à quoi on pouvait prétendre. L'intervention à nos côtés de l'Observatoire de l'économie et des territoires, qui est un outil d'excellence, je vous recommande d'ailleurs, vous pourrez trouver les liens sur le site du département de Loire-et-Cher. On a cette chance, c'est qu'il y a 2 observatoires de l'économie des territoires dans la France. Il y en a 2, et les 2 sont dans notre région centre, l'un en Loire-et-Cher et l'autre en Indre-et-Loire. Pas tout à fait les mêmes travaux, mais c'est un outil d'excellence qui est présent dans notre département depuis 20 ans, et c'est vrai que cet observatoire nous a beaucoup aidé dans cette démarche prospective Loire-et-Cher 2020. Je tiens à le souligner en cet instant. Cela nous a permis d'établir un diagnostic territorial solide, sans complaisance. Je dis bien sans complaisance, parce que si on est complaisant, il n'y a pas de démarche prospective. Si par définition on explique qu'on est les meilleurs et je ne sais pas quoi, c'est pas la peine de se lancer dans la démarche prospective. Donc je dis bien sans complaisance, à la fois les atouts, mais aussi les faiblesses. Une enquête sociologique sur les mots du Loire-et-Cher, ça franchement, je dois reconnaître, merci Florence et merci à Denis Musée de l'Idiascopie, parce que c'est une démarche, bon c'est pareil, il fallait y adhérer, il fallait y croire, mais ça a été aussi une démarche remarquable, que cette démarche qui fait émerger la vision actuelle et future des habitants sur leur territoire rêvé et à partir des mots. Franchement, je recommande cette méthode. Ainsi donc, plus de 30 000 Loire-et-Chériens, nous sommes 332 000 habitants, selon les organisateurs comme selon la police. Et donc, vous voyez, 30 000, un peu plus de 30 000 Loire-et-Chériens sur 332 000 habitants. Quand je vous dis que les retours ont été importants, croyez-moi, quand on a à peu près 10% de la population et d'une centaine d'acteurs majeurs mobilisés par un calendrier événementiel très dense, eh bien, tout ça nous a permis de mieux cerner les préoccupations de la population et de recueillir leurs projets. Ces attentes et ces projets figurent maintenant dans 10 grands chantiers d'intérêt collectif et 100 premiers projets à mettre en œuvre d'ici 2020. Quand je dis à mettre en œuvre d'ici 2020, c'est par tous les acteurs. Ce n'est pas le conseil départemental, j'insiste volontairement. Nous avons décidé, nous, de prendre notre part dans 5 de ces chantiers, que sont le tourisme, le développement des usages numériques grâce au déploiement accéléré de l'Internet à très haut débit, la modernisation de notre administration, la recherche de l'autonomie des personnes dans nos politiques sociales et la mutualisation avec les départements voisins pour rationaliser nos actions et nos coûts. Je fais une petite incidente. Le Loire-et-Cher va être cité dans le rapport national de la Cour des comptes et du premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, pour avoir été l'initiateur et l'innovateur, d'avoir créé une mutualisation des moyens entre le Loire-et-Cher, l'Eure-et-Loire et le Loiret. Et quand je parle d'autonomisation des personnes dans la politique sociale, on est jeudi. Alors, je ne vais pas vous bouleverser le programme et vous fiche le hasard dans votre
programme, mais c'est dommage de ne pas, dans le programme, pouvoir faire un saut à un moment donné, puisque vous êtes là, à la Maison Bleue, parce que c'était une première en France. Mais l'occasion pour revenir voir. Cette Maison Bleue, c'est une maison dans laquelle nous avons nous exposons de façon permanente, ouvert au public, mais aussi aux artisans, qui reviendraient, qui permet de montrer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de domotique pour pousser le plus loin possible le maintien à domicile, pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes dépendantes. Voilà. Et c'est une première en France, voilà, ça n'existe pas, donc beaucoup d'experts un peu partout du pays qui viennent visiter cette Maison Bleue. Elle est avenue Monory, pas loin de la préfecture, c'est facile à trouver. Et donc, tout ça est important parce que ça permet d'accélérer. Je disais les artisans parce que ce qu'on essaie aussi de susciter, c'est des vocations chez nos artisans afin qu'eux-mêmes puissent développer ces savoir-faire et qui puissent, après tout, générer aussi, pourquoi pas, de l'emploi dans notre département. Enfin, pour mêler réflexion et action, nous avons encouragé l'expérimentation dès le départ, ce qu'on a appelé les Lab 41. Je crois beaucoup à l'expérimentation. Convaincu en cela il y a longtemps par Pierre Méhaignerie, un clin d'œil amical au passage, parce que Méhaignerie est un de ceux qui en France s'est tellement battu pour qu'on puisse mettre l'expérimentation dans notre constitution. Je crois qu'il a parfaitement raison. On n'expérimente pas assez dans notre pays. J'ai expérimenté ici, j'étais parmi la dizaine de départements expérimentateurs avec Martin Hirsch du RSA, avant qu'il devienne une loi de la République. Je crois qu'avant de systématiser les dispositifs, on serait plus inspiré dans notre pays. Et là aussi, on ne se voit pas du tout de la prospective, bien au contraire, justement, on est en plein dedans. Avoir des expérimentations. Alors on l'a fait partie intégrante de la démarche pour HR 2020, on a appelé ça les Lab 41, qui sont autant d'initiatives porteuses d'avenir. Nous avons ainsi 28 labs qui fonctionnent actuellement dans des domaines aussi variés que la mobilité électrique, le développement de la méthanisation, le tourisme et le patrimoine, les circuits courts de produits du terroir auprès des particuliers et dans les restaurants de nos collèges, l'autonomie des personnes âgées par l'apport de la domotique, et je m'arrête là car la liste des expérimentations en cours est longue. Actuellement donc, loi HR 2020, c'est une feuille de route que nous avons largement diffusée en allant en 2014 le présenter devant les élus, les acteurs économiques et la société civile des communautés de communes. C'est-à-dire qu'on a eu ce que j'appelais à l'époque la caravane HR 2020, c'est-à-dire que nous sommes allés ensuite sur tout le territoire départemental devant les communautés de communes, que tout le monde ne peut pas être à la Lorrain à Blois, et là aussi, eh bien, on a pu de nouveau confronter sur le terrain dans tout le département du Nord aussi. Notre livre blanc que je vous invitais à découvrir tout à l'heure, là aussi, n'est pas un projet de territoire au sens aménagement du territoire. Notre intention, c'est de créer une dynamique d'acteurs et de projets pour transformer notre Loir-et-Cher en terre de projet. Évidemment, il est un peu tôt, c'est vrai, pour établir un bilan. La dynamique, vous l'avez compris, reste vive avec de nouveaux labs et de nouveaux projets qui continuent de voir le jour. Et s'il fallait retenir un fait marquant de notre approche, je citerai l'amorce d'un vrai changement de méthode, une nouvelle façon de faire en Loir-et-Cher qui consiste à jouer plus collectif, à fédérer les énergies au-delà des différences et à dépasser le pessimisme ambiant, à croire en nous et à oser. J'appelle sortir de ce qu'on est mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de ce truc où toujours ça va pas bien, c'est terrible, etc. Non, il faut se prendre en charge, en bas.
Cette attitude positive constitue certainement le terreau le plus fertile pour l'émergence de nouveaux projets. Je le redis, le Loir-et-Cher est une terre de culture dans tous les sens du terme. Nous y savons désormais que l'avenir se travaille comme la terre, qu'il y a des étapes, des processus de maturation et aussi des rendez-vous à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite évidemment d'excellents échanges, travaux. Je vous souhaite de pouvoir découvrir les joyaux de notre département de Loir-et-Cher. Et encore une fois, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir ici, donc en Loir-et-Cher. Vous avez compris que là, vous êtes au cœur d'un département qui a mis la prospective au cœur de sa politique, mais encore une fois, je le redis bien, avec un véritable projet et qui continue, qui perdure, voilà, parce que c'est une démarche que nous voulons absolument faire vivre. Ça n'a pas été triste à mettre en œuvre, hein, vous imaginez, parce qu'il faut toujours tirer tout ça vers le haut, c'est toujours, ça demande beaucoup d'énergie. Et comme vous l'avez compris, nous en avons. Voilà. Alors, encore une fois, plein succès à vos travaux. Et moi, je me réjouis parce que ça m'a permis aussi de découvrir votre association. Donc, j'en suis heureux. Et voilà, avec Florence Ducasse notamment, nous sommes prêts, à partir de cette rencontre aussi, à prolonger, je vous dis, si vous le souhaitez, vous avez envie. Donc, voilà, c'est une première, mais on est prêt à prolonger, si vous le souhaitiez. J'ai retenu qu'il y avait le printemps de la prospective. Vous êtes les bienvenus pour un autre printemps de la prospective en Loir-et-Cher, si vous le souhaitez. Voilà, merci de votre attention. Vous avez été étonnamment sage et attentif. Et c'est parce que vous aviez hâte d'entendre le colonel qui se précipite au micro. Voilà, merci à vous. Moi, je vais vous quitter en saluant vos travaux parce que j'ai d'autres obligations qui m'attendent, mais je tenais absolument à venir partager ce moment avec vous. Et encore une fois, je vous remercie de saluer Yannick. Je vais lui mettre un petit texto, comme on dit maintenant, pour lui faire un coucou amical. Et on souhaite simplement que, bon, les nuages se dissipent aussi à un moment donné, que vous puissiez aussi profiter du Loir-et-Cher sous une autre météo, sous un autre climat. Merci à vous, puis bons travaux du fond du cœur. Merci.